Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Nous nous excusons de ces quelques minutes de retard. Tout de suite, le sommaire. Le président de la République sollicite beaucoup plus d'investissements dans le secteur de l'éducation, une modernisation de l'agriculture et la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le chef de l'État a délivré son message cet après-midi à la tribune des Nations Unies. Opération Tokhou, l'État reloge 300 familles victimes des inondations. Les populations bénéficiaires sont des quartiers Santé Yalla, Serigne Abdelaziz à Keur Massar. Et puis notre reportage du jour nous conduit à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Nous emprunterons les allées de l'institution pour parler de reprographie, une activité en plein essor. Voilà, le président de la République, Macky Sall, a délivré cet après-midi son message à l'ONU. C'est à l'occasion de la 68e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le chef de l'État a sollicité plus d'investissements dans l'éducation et la modernisation de l'agriculture. Elle constitue la clé du développement de l'Afrique, mais aussi un pôle d'émergence et d'opportunité, a souligné le chef de l'État que nous écoutons. En portant son débat sur le programme de développement post-2015, l'Assemblée nous rappelle que le temps nous est désormais compté d'ici l'évaluation finale des objectifs du millénaire pour le développement. Malgré les progrès réalisés après plus d'une décennie de mise en œuvre des OMD, l'ampleur des défis est saisissante. Pour près d'1 milliard de personnes, la vie au quotidien ne s'est guère améliorée dans l'accès à la nourriture, au logement, à l'éducation et aux soins de santé. Des mères continuent de perdre la vie en la donnant. Les inégalités persistent au sein et entre les pays. La crise économique perdure et le péril environnemental s'aggrave. Il nous faut entreprendre des actions concrètes et déterminées pour traduire notre ambition collective en réalité. Dans la quête du développement durable, la conférence de Paris sur le climat en 2015 nous donne une nouvelle chance de nous ressaisir. En inversant les tendances négatives qui affectent la planète Terre, notre habitat commun, relever le défi du développement durable et bâtir l'avenir que nous voulons dans l'esprit de Rio+20 nécessite des efforts plus soutenus que la lutte contre la pauvreté. Nous devons davantage investir dans l'éducation et la formation comme nous y engage le Partenariat mondial pour l'éducation. Moderniser l'agriculture, rendre l'électricité accessible à tous, développer des infrastructures qui stimulent le commerce et l'investissement. Ce sont ces piliers qui soutiennent la croissance et la prospérité. C'est justement cette vision que porte le NEPAD à travers son programme pour le développement des infrastructures en Afrique, le PIDA. Au titre du PIDA, l'Afrique a identifié 51 projets prioritaires à travers l'ensemble du continent pour un coût global de 68 milliards de dollars dans la période 2012-2020. En tant que président du comité d'orientation du NEPAD, je me réjouis du consensus dont le PIDA fait l'objet auprès de nos partenaires, notamment ceux du G20, du G8 et des BRICS. J'apprécie également le signal très fort donné en juin dernier par le G8 à Love Earn pour une lutte concertée contre l'évasion fiscale et d'autres pratiques frauduleuses qui affectent nos économies. Il nous faut à présent aller de l'avant dans la mise en place des mécanismes convenus pour l'amélioration de la transparence dans les transactions, y compris l'industrie extractive. C'est la meilleure façon de soutenir les efforts de l'Afrique dans la mobilisation des ressources internes pour financer son développement. Dans le même esprit,
le Sénégal appelle à la réforme de la gouvernance économique et financière internationale, notamment les conditions d'accès au crédit et au financement des projets de développement économique et social. Ne balisons pas la voie du futur avec les instruments du passé. Alors que l'aide publique en chute libre ne répond pas aux besoins de l'Afrique, la dynamique de progrès doit nous conduire à explorer d'autres mécanismes novateurs de financement qui s'offrent à nos pays. L'Afrique, mesdames et messieurs, n'est plus cette zone de turbulence et d'urgence humanitaire, mais l'Afrique est un pôle émergent d'opportunités et d'investissements pour des partenariats novateurs et mutuellement bénéfiques. Le monde a changé, l'Afrique aussi. Changeons de paradigme et de vision. Changeons notre regard sur le continent. La réforme du Conseil de sécurité est devenue une nécessité, c'est la conviction du chef de l'État. Le président l'a exprimé dans son discours à la tribune des Nations Unies. Nous écoutons le président Macky Sall sur les questions de sécurité dans le monde et particulièrement en Afrique. Le changement, c'est aussi l'exigence qui commande la réforme du Conseil de sécurité. La légitimité du Conseil ne procède pas seulement de son statut de garant du système de sécurité collective. Elle tient aussi et surtout à la représentativité qui fonde son action au nom et pour le compte de tous les États membres. Monsieur le Président, à cette époque, l'année dernière, le Mali, doublement affecté par un coup d'État et une agression terroriste d'un autre âge, était pour nous une source de graves préoccupations. Le Sénégal, qui reste engagé au sein de la MINUSMA, se réjouit du rétablissement de l'intégrité territoriale et de la légalité constitutionnelle du Mali. Nous félicitons le peuple malien et sa classe politique pour ce dénouement heureux. Nous soutenons fermement l'œuvre de réconciliation nationale que mène le gouvernement dans l'esprit de l'accord de Ouagadougou. Aujourd'hui, si les bandes armées ont été défaites, la menace terroriste sur le Sahel n'est pour autant pas définitivement écartée. Seule une action permanente, coordonnée et suffisamment dissuasive nous permettra de relever de nouveaux défis sécuritaires sur le continent africain. Il y a urgence à rendre opérationnelle la force africaine de réaction rapide aux crises, décidée par le dernier sommet de l'Union africaine. En Guinée-Bissau, le Sénégal soutient les efforts du gouvernement de transition pour mener à bien le processus électoral. Nous invitons les pays et institutions partenaires à poursuivre leur appui au règlement définitif de la crise bissau-guinéenne, y compris par le redressement économique du pays, la réforme cruciale du secteur de défense et de sécurité et la lutte contre le trafic illicite de drogue. Nous souhaitons que la même attention soit apportée à la République centrafricaine et à la République démocratique du Congo dans leur aspiration légitime à la paix, à la stabilité et à la préservation de leur intégrité territoriale. Partout en Afrique, nous sommes attachés au respect des principes de l'Union africaine contre les changements anticonstitutionnels de gouvernement, quel qu'en soit le procédé. Au Proche-Orient, le Sénégal exprime sa vive préoccupation devant les souffrances indicibles qu'endurent les populations syriennes. Nous appelons instamment le gouvernement syrien à la retenue et au respect de l'accord convenu pour le contrôle et la destruction de son arsenal chimique. En sa qualité de président du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien,
le Sénégal reste attentif à la reprise des négociations de paix israélo-palestiniennes. C'est un acte courageux et responsable pour autant qu'il traduise la vision des deux États, israéliens et palestiniens, chacun à l'intérieur de frontières sûres et internationalement reconnues. Nous appelons en conséquence à l'arrêt des actes pouvant porter préjudice à cette perspective, notamment la poursuite par le gouvernement israélien des colonies de peuplement sur les terres palestiniennes. Monsieur le Président, le 24 septembre, le Sénégal s'est joint à d'autres pays pour lancer la campagne internationale de lutte contre les violences sexuelles dans les conflits. La violence sexuelle en temps de conflit est une cruauté insupportable pour les victimes et leurs familles. C'est un crime de guerre, une grave atteinte à la dignité humaine et à la conscience universelle. Au nom de notre humanité commune, il est temps d'agir pour prévenir et arrêter de telles horreurs. Il est temps d'agir pour que les victimes ne se sentent plus seules dans cette souffrance qui détruit le socle de la société. Il est temps d'agir pour que les auteurs et les complices de ces crimes soient partout recherchés, jugés et punis à la hauteur de leur forfait. Voilà le président de la République à la tribune des Nations Unies. Nous l'annoncions hier dans notre édition de 23h. Le président de la République écourte son séjour aux États-Unis en raison de la situation difficile que vivent les populations consécutives à l'interruption de l'alimentation de la capitale en eau et face aux conséquences des inondations. Le président de la République du Sénégal, son Excellence Macky Sall, a décidé d'écourter donc son séjour, le séjour donc qu'il effectue aux États-Unis dans le cadre de la 68e Assemblée générale des Nations unies pour rentrer à Dakar. Le chef de l'État quittera New York ce mercredi dès après son adresse à l'Assemblée générale pour regagner Dakar. Il présidera la réunion du Conseil des ministres convoquée le jeudi 26 septembre 2013. Aussitôt après ce journal, nous vous proposons l'émission Le Point en spécial avec le porte-parole du gouvernement et le directeur adjoint de la SDE pour expliquer aux Sénégalais la situation sur la pénurie de l'eau à Dakar. L'État déroule l'opération Tohou. Il s'agit de reloger les victimes des inondations. 300 familles des quartiers Santé Yalla, Serigne Abdoul Aziz à Keur Massar ont pu bénéficier du projet. Un grand ouf de soulagement pour ces populations. Walikei. Les premières familles quittent les quartiers Santé Yalla, Mam Abdoul Aziz de Keur Massar, destination Cité Taoufer Yakar à Niaga. Ici, l'État met en œuvre l'opération Tohou. Elle consiste à reloger les victimes des inondations dans des zones plus propices. Nous avons en super priorité 300 familles à déménager rapidement. Aujourd'hui, nous avons déménagé quelque chose comme 20 à 25 familles qu'on va déménager ce jour. Et l'opération continue pour une dizaine de jours pour permettre à toutes ces familles qui ont les pieds sous les eaux de les reloger. Les sinistrés dont les logements étaient détruits en 2005, nous leur donnons aussi des clés le vendredi à la cité Djahaï, à l'ex-Djahaï. Les autorités ont fait recours aux forces armées pour la coordination de cette opération. Les bénéficiaires, pour leur part, apprécient cet acte. Selon eux, le chef de l'État se soucie de leurs souffrances et tente tant bien que mal de les résoudre. Les autorités nous ont agréablement surpris. Nous les remercions beaucoup. On espérait être relogés vers la fin de l'hivernage. C'est vraiment un soulagement pour nous et nos familles. Et nous remercions vivement le président de la République, M. Macky Sall, d'avoir pris cette initiative, d'avoir pensé aux populations de Kerala Pathé qui, depuis 2 ans, souffrent énormément. Maintenant, nous attendons qu'il y ait quand même d'autres recensements pour que ces populations puissent bénéficier quand même de cette initiative-là qui est louable.
Au cours de cette opération, la participation des sapeurs-pompiers a aussi été d'un grand apport. Ils ont sorti un malade pris en otage par les eaux dans sa propre maison pendant plus d'une semaine. Une véritable mise en exergue de leur devise « Sauver ou périr ». Wali Gueye, la présidente du Conseil économique, social et environnemental, a procédé ce matin à l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2013. Aminata Tall et les conseillers ont examiné et adopté les thèmes de la session ainsi que le calendrier de travail. Plusieurs sujets seront passés en revue, notamment l'emploi et la santé, avec la prise en charge des maladies chroniques. Le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance et des relations avec les institutions a félicité les membres de l'institution. Compte rendu signé à Wandiaï. L'ouverture de cette deuxième session ordinaire de l'année 2013 s'est déroulée sous la présidence de Aminata Tall. Les conseillers vont se pencher sur plusieurs thèmes relatifs aux préoccupations des populations. L'emploi, le développement de l'agriculture familiale, la sécurité énergétique et la prise en charge des maladies chroniques. Après l'étude de ces questions dans les commissions, elles feront l'objet de retours en présence des ministres concernés à qui des questions seront posées et exercices auxquels se soumettra le ministre pour nous apporter des éclairages afin que nous puissions consigner le tout dans des rapports avis à transmettre au président de la République, à l'Assemblée nationale en cas de besoin, au gouvernement. Donc voilà en fait la quintessence de cette cérémonie. Le Conseil économique, social et environnemental a des missions spécifiques. La loi organique du 28 décembre 2012 fait de cette institution une assemblée consultative auprès des pouvoirs publics qui examine les évolutions sur le plan économique, social et environnemental. Je ferai du mieux que je peux de traduire les préoccupations du Conseil auprès du chef d'État et du Premier ministre et de faire en sorte que le travail, la mission du Conseil, consistant à donner des avis obligatoires et des avis sollicités au gouvernement du Sénégal, se passe dans le meilleur des mondes, au bénéfice des populations sénégalaises et pour l'éclairage du gouvernement sénégalais. D'autres sujets seront abordés, l'acte 3 de la décentralisation, la protection de la diversité culturelle, la bonne gouvernance, entre autres. Le Conseil économique, social et environnemental veut accompagner le gouvernement dans ses missions afin de résoudre les problèmes qui touchent le quotidien des Sénégalais. Réflexion sur la prévention et la réponse aux violences faites aux femmes. L'Organisation mondiale de la santé souhaite la mise en œuvre de programmes nationaux de prévention et surtout de prise en charge des victimes par les services de santé. Une prise en charge qui ne doit pas être que médicale. 6 pays africains prennent part à cette rencontre. Oumou Kalsom Sall. La violence entre partenaires intimes et celles sexuelles sont aujourd'hui considérées comme un véritable problème de santé publique. Toutefois, dans l'élaboration des politiques de santé de nos pays, la question n'est pas souvent spécifiée. L'Organisation mondiale de la santé, à travers un document, apporte des recommandations pour une meilleure prise en charge de cette question par nos gouvernants. Nous savons qu'il y a encore beaucoup de zones d'ombre autour des violences basées sur les genres, surtout quand c'est causé par les intimes, mais il est nécessaire d'avoir des chiffres. Et ce document dit également quelles sont les stratégies qui existent pour prévenir ces violences. Parce que des stratégies existent. Et ce document dit aussi comment prendre en charge ces violences quand elles se présentent au niveau des structures de santé. La République centrafricaine, la Côte d'Ivoire, le Congo, les deux Guinées et le Sénégal sont représentés à cette rencontre. Notre pays, dans son engagement à lutter contre les violences faites aux femmes, accorde un intérêt particulier à ce document. Nous savons également que cette problématique de violence englobe plusieurs aspects et un retentissement sur le plan psychologique, sur le plan moral, sur le plan physique. Et cela également a un impact sur le développement socio-économique de notre pays, d'autant plus que les femmes représentent pratiquement 52% donc de notre population. Donc vous voyez que le Sénégal accorde une importance toute particulière à cette rencontre, mais également à ce dossier. Une femme violentée sollicite souvent des soins au niveau des structures sanitaires.
L'OMS ne souhaite pas seulement une assistance médicale, mais aussi un suivi et une orientation de la victime pour une meilleure prise en charge. Et pour cela, le personnel soignant doit être préparé. Au chapitre économie, un atelier a réuni dans notre capitale le Conseil national du patronat et le mouvement des entreprises de France. La rencontre a été coprésidée par le ministre de l'économie et des finances, ses homologues en charge de la promotion des investissements et du commerce. L'objectif de ce conclave est de promouvoir le partenariat d'affaires entre les entreprises des deux pays. Amadou Aramtiam. Ils ne sont certes pas dans le même pays, mais ils partagent le même combat, celui de l'entreprise. Une raison nécessaire et suffisante pour s'unir. Le CNP et le MEDEF veulent bâtir une convergence d'intérêts. Nous voulons promouvoir les partenariats déjà entre des privés étrangers et privés sénégalais. Bien sûr, ceci s'adossant sur notre État dans un cadre plus global de partenariat public-privé pour que l'aspect privé de ce partenariat public-privé, que les Sénégalais y soient présents et qu'ils s'y retrouvent et qu'ils renforcent leurs capacités. À travers cette nouvelle dynamique, il s'agit pour le pouvoir économique français et le pouvoir économique sénégalais d'aller au-delà des relations officielles qu'entretiennent les deux pays. L'ambition de ces entrepreneurs est de densifier la coopération commerciale et économique. Il s'agit de fructifier davantage cette relation spéciale dans le cadre d'un partenariat fécond et mutuellement bénéfique. À cet égard, nos secteurs privés respectifs qui ont de belles opportunités d'affaires à saisir doivent être les fers de lance de ce partenariat. Le Sénégal, qui a des atouts certains, continue de renforcer le partenariat public-privé pour mieux vendre sa destination économique. Nous avons engagé des réformes extrêmement importantes et je pense que c'est tout cela qui attire les investisseurs. Nous avons parlé tout à l'heure de la réforme fiscale. La fiscalité joue un rôle important pour l'attrait des investisseurs. Nous avons parlé de la réforme douanière. C'est la douane qui est à nos portes. Mais aussi, il y a d'autres réformes à mettre en œuvre parce que notre pays souhaite et notre pays va mettre en place un environnement des affaires de classe internationale. Avec une ambition d'arriver à un taux de croissance de 7% d'ici 2017, les autorités ont engagé une nouvelle dynamique. Cette présence aux côtés du secteur privé national participe de cette démarche pour mettre en branle les réformes indispensables à l'atteinte des objectifs de développement. Terrorisme transfrontalier, le Sénégal et la France unissent leurs forces dans la bataille. Pour ce faire, une enveloppe de plus de 460 millions de francs CFA a été mise sur la table par la France pour la mise en œuvre d'un projet dénommé Pacte, plan d'action contre le terrorisme. Le programme, qui s'étend sur 3 ans, comprend des volets information et formation d'agents de sécurité et d'agents judiciaires. Objectif, assurer la libre circulation des personnes et des biens. Ibrahima Diédhiou. Le terrorisme transfrontalier, une menace qui préoccupe la France et le Sénégal. Pour barrer la route aux terroristes, les deux États unissent leurs efforts à travers un projet dénommé Pacte, plan d'action contre le terrorisme. Notre politique de coopération avec le Sénégal en cette matière correspond à une volonté de solidarité avec le Sénégal pour améliorer les conditions de sa sécurité intérieure et faire face au terrorisme. Elle répond aussi à des préoccupations de sécurité nationale française, dans la mesure où nous sommes nous aussi confrontés à cette menace terroriste. Ce projet financé par la France intervient dans un contexte particulier. Beaucoup de tensions sont notées dans les pays voisins. C'est un projet d'un montant de 700 000 euros, un peu plus de 460 millions de francs CFA, destiné essentiellement à la lutte contre le terrorisme. Vous le disiez sans doute, c'est un phénomène qui est devenu mondial. Hélas, pour notre pays, encore malheureusement entouré quand même par une ceinture de feu, vous comprendrez qu'il y a urgence, bien évidemment, donc à travailler à juguler ce phénomène-là. Pour juguler le phénomène, les deux partenaires misent sur l'information et la formation des agents.
Ce partage d'informations le sera nécessairement d'abord au niveau intérieur en relation avec la police, la gendarmerie, mais surtout les forces armées, mais bien évidemment aussi avec nos pays partenaires et les pays voisins. Mais aussi, bien évidemment, la réactivité de nos forces de sécurité et en général, je veux parler de la police et de la gendarmerie, mais surtout une forte implication de l'armée. Le projet Pacte s'étale sur 3 ans. Il est élaboré par des acteurs français et sénégalais. Objectif, prévenir le terrorisme et assurer la libre circulation des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national. Tambacounda aura bientôt son université. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche l'a annoncé lors d'un CRD tenu dans la région orientale. L'Université du Sénégal oriental aura une vocation minière et va s'étendre sur 3 sites, Tambacounda, Bakel et Kédougou. Abdoulaye Sinkare. Voici le site qui doit abriter l'université de Tambacounda. Sur les 300 hectares souhaités, 60 sont déjà disponibles. Après constat, le ministre Mary Teuw Niane peut tranquillement exposer le projet. Les autres, Université du Sénégal oriental de Tambacounda aura une vocation minière et va s'étendre sur 3 sites, Tamba, Bakel et Kédougou. Cette université, elle est en fait un pôle universitaire. Elle va englober à la fois Kédougou et Bakel. Il y aura des centres délocalisés à Kédougou et à Bakel. Mais il faut se dire, l'enseignement supérieur dans cette région ne sera pas seulement présent à travers l'Université du Sénégal oriental de Tambacounda, mais il y a les instituts supérieurs d'enseignement professionnel. Le projet entre dans le cadre d'un vaste programme de... Voilà, nous nous excusons de cette interruption due à une coupure d'électricité. Je vous le disais, Tambacounda aura bientôt son université. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche l'a annoncé lors d'un CRD tenu dans la région orientale. L'Université du Sénégal oriental aura une vocation minière et va s'étendre sur 3 sites, Tambacounda, Bakel et Kédougou. Abdoulaye Sinkare. Si le site qui doit abriter l'université de Tambacounda, sur les 300 hectares souhaités, 60 sont déjà disponibles. Après constat, le ministre Mary Teuw Niane peut tranquillement exposer le projet. Les autres, Université du Sénégal oriental de Tambacounda aura une vocation minière et va s'étendre sur 3 sites, Tamba, Bakel et Kédougou. Cette université, elle est en fait un pôle universitaire. Elle va englober à la fois Kédougou et Bakel. Il y aura des centres délocalisés à Kédougou et à Bakel. Mais il faut se dire, l'enseignement supérieur dans cette région ne sera pas seulement présent à travers l'Université du Sénégal oriental de Tambacounda, mais il y a les instituts supérieurs d'enseignement professionnel. Le projet entre dans le cadre d'un vaste programme de renforcement de la carte universitaire, une des 11 décisions présidentielles relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche. Nous avons une carte universitaire et la particularité de cette carte universitaire, c'est qu'elle ne laisse aucune zone absente du développement de l'enseignement supérieur. Car comme le dit le président de la République, c'est le levier du développement économique et social de ce pays. Ensuite, dans le cadre du déploiement de l'université virtuelle du Sénégal, la mise en place des espaces numériques ouverts.
Et dans chacune des régions et dans chaque département, il est prévu la construction d'un espace numérique ouvert. Les travaux de l'ISOT vont démarrer en 2014. L'ouverture est prévue pour l'année académique 2015-2016. Nous vous proposons à présent un focus sur l'une des allées les plus connues des étudiants de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, une allée appelée couloir de la mort. Pourtant, les lieux sont vivants. Pour preuve, une intense activité s'est développée dans les domaines de la photocopie et de la reprographie, mobile ou fixe. Les cantines dédiées à ces métiers ont fini d'asseoir une réputation au-delà même de l'UCAD. Faisons connaissance avec ces femmes et hommes qui s'y activent avec Kodou Sène. L'affluence n'est pas au rendez-vous sur le couloir de la mort de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le lieu reste très prisé de ceux qui exercent l'activité de photocopie et de reprographie. L'arrêt des cours dans certaines facultés a entraîné une baisse sur leur chiffre d'affaires. On photocopie des documents, que ça soit une page, 2 pages, ça dépend. On fait aussi les impressions en couleur, en noir et blanc. Mais avec l'arrêt des cours, ça a un peu ralenti. Forte concurrence oblige. Sur le couloir de la mort, la copie est à 15 francs CFA. Même si les consommables sont chers selon eux, il faut débourser au minimum 11 000 francs CFA pour une rame de papier. Du côté des étudiants, on profite de l'aubaine. Une cartouche en couleur peut nous coûter jusqu'à après 12 000 francs. Alors que l'impression, nous, on le fait à 50 francs la page en couleur. Donc, on est obligé de prendre les cartouches, de les recycler avec ces seringues-là, une fois que l'encre est vide dans la cartouche. Ouais. Ça nous change énormément. Parce que ici, au niveau du campus, la photocopie, c'est à 15 francs, alors qu'au dehors, ça peut être 50 francs ou bien plus même. La reprographie reste l'une des principales activités exercées sur le couloir de la mort. En ce moment, les bénéfices ne sont pas conséquents, juste suffisants pour assurer la dépense quotidienne. Parlementaires, sociétés civiles, médias et autres acteurs à l'école de la biosécurité et de la biotechnologie. Un atelier d'information et de sensibilisation sur les produits bio a permis de saisir le niveau d'engagement du Sénégal. Dans le domaine de l'agriculture, le département américain en charge de l'agriculture a soutenu cette rencontre. Abibou Mbaye. L'engagement du Sénégal en matière de biosécurité est sans faille, car en 2003 déjà, le protocole de Cartagena a été ratifié. Le cadre institutionnel et réglementaire sera renforcé en 2009 avec la loi nationale sur la biosécurité. Tout un arsenal de régulation qui a permis au Sénégal de se lancer dans une ère de développement de son agriculture où biotechnologie et biosécurité sont utilisés pour booster la production nationale. Les nombreux efforts entrepris par notre pays dans le cadre de la mise en place d'une politique nationale en matière de biosécurité et de biotechnologie, de nombreux défis restent à relever. Il s'agit pour l'essentiel de compléter les arrêtés complémentaires à la loi nationale sur la biosécurité et d'assurer un niveau adéquat de fonctionnement de l'autorité nationale de biosécurité et du comité national de biosécurité afin de répondre aux inquiétudes soulevées par les débats sur les OGM et de gérer les enjeux et risques qui découlent de leur utilisation. Dans ce combat de sensibilisation sur la biosécurité et la biotechnologie, le Sénégal ne sera pas seul, car il aura à ses côtés le département de l'agriculture des États-Unis, qui a une expérience avérée dans ce domaine. Les produits bio sont bénéfiques à l'économie mondiale en termes de champs plus grands, de coûts de production plus bas et d'avantages environnementaux. Ceci rend donc l'agriculture plus durable, aussi bien pour l'économie que pour l'environnement. En collaboration avec le département de l'agriculture des États-Unis, mais aussi l'African Biosafety Network Expertise, qui est une structure qui relève du NEPAD, le gouvernement du Sénégal, à travers la direction des parcs nationaux, a jugé utile de réunir les parties prenantes pour discuter des problèmes qui se sont rencontrés en termes de fonctionnalité des organes de régulation, mais aussi pour se tracer une feuille de route pour asseoir les bases durables d'une stratégie nationale de biosécurité, mais aussi de biotechnologie. Cette rencontre a réuni parlementaires, sociétés civiles, médias, régulateurs, entre autres, pour davantage expliquer les impacts et le rôle des biotechnologies modernes dans la santé animale et humaine et la sécurité alimentaire.
Du religieux dans ce journal, la 111e édition du Gamou de Pire se prépare. Pour un bon déroulement de l'événement, le comité d'organisation et les services compétents de la région de Thiès ont tenu un CRD. Cette année, le parrain choisi est le défunt Khalif général des Tidjanes, Serigne Mansour Sy Dame Silla. Le temps est donné pour un bon déroulement de la 111e édition du Gamou de Pire. Les services compétents et déconcentrés réunis à ce CRD ont tous pris des engagements pour la réussite de l'événement. Que tous les engagements ont été pris et ils seront respectés. Ça, chacun a donné sa parole. Nous aussi, nous allons suivre en tant que responsables pour relancer davantage les services techniques, pour leur permettre à tenter d'être présents et répondre à la satisfaction de toutes les demandes qui ont été émises par le comité d'organisation. Nous avons retenu aussi, avant la cérémonie, d'organiser une réunion d'évaluation pour voir le niveau d'exécution des engagements et s'il y a lieu de relancer ou d'accélérer la cadence, nous ne manquerons pas de faire pour au moins être prêts le jour J. Le Khalif général de Pire, Serigne Moustapha Cissé, a dit sa satisfaction par rapport aux mesures prises. Il est ensuite revenu sur le choix de Serigne Mansour Sy comme parrain de l'événement. Chacun, en ce qui le concerne, a manifesté son engagement à faire plus que d'habitude pour que le Gamou annuel de Pire, 111e édition, connaisse un éclat tout particulier. J'en suis très satisfait. Serigne Mansour Sy est un grand érudit, un éducateur, un professeur bien connu qui a enseigné beaucoup d'érudits sénégalais, dont moi-même. C'est lui qui m'a enseigné la littérature arabe. Donc il mérite qu'on lui dédie cet événement. L'édition 2013 du Gamou de Pire est prévue le 9 novembre prochain. Il verra la participation de milliers de fidèles du Sénégal et d'ailleurs. Le ministre de la Communication et l'ambassadeur de Chine au Sénégal ont procédé hier, mardi, au lancement de la semaine de la télévision chinoise au Sénégal du 1er au 21 octobre. Un programme composé de films documentaires sur la Chine sera diffusé sur la RTS, un partenariat audiovisuel qui vient renforcer les relations sino-sénégalaises. Kaltoum Gueye. La Chine renforce sa présence au Sénégal. Après la culture, le commerce et les infrastructures, le programme de la télévision centrale de Chine, CCTV, s'invite sur le petit écran sénégalais. La RTS va diffuser des films, des documentaires sur les différentes facettes de la Chine. Avec vraiment cet accord qui vient d'être signé entre la RTS et la Chine dans le cadre des émissions que nous allons démarrer incessamment avec d'abord une semaine du film chinois sur la RTS. Ce sera à partir d'octobre, ce qui va coïncider avec la fête nationale de la Chine. Et après cela, nous allons diffuser avant la fin de l'année une série. Ça s'appelle Doudou et ses belles-mères. Toute la richesse de la Chine est contenue dans le programme proposé. Le choix du médium télévision n'est pas fortuit. C'est un moyen à mettre en valeur, à mieux mettre en valeur par nos deux parties pour assurer une meilleure connaissance mutuelle entre nos deux peuples, une meilleure compréhension entre les deux peuples. Parce que cette relation politique, cette coopération multidimensionnelle repose sur une meilleure connaissance mutuelle. Cette semaine de la télévision chinoise au Sénégal permettra donc de faire connaître davantage la culture de ce pays, un partenariat qui vient renforcer les relations. C'est un moyen pour nous, à travers les différents éléments de la culture chinoise, que ce soit le sport, les arts martiaux, la culture, l'industrie, la technologie. Voici autant de domaines qui intéressent le public sénégalais. Je crois que la meilleure manière aujourd'hui d'ajouter plus de couches à notre coopération, c'est de faire en sorte que nos pays soient complètement liés et que nous nous connaissons un peu mieux. Du 1er au 21 octobre, les téléspectateurs de la RTS auront l'occasion d'enrichir leurs connaissances sur la Chine. Différents thèmes seront au programme, de l'histoire à l'art culinaire, en passant par les arts martiaux.
À présent, genre, la RTS a un bel exemple de respect de l'équité. C'est le propos du directeur des ressources humaines de la radio-télévision sénégalaise, Moustapha Diop, qui s'exprimait ce matin en marge d'un atelier axé sur le sujet, a affirmé que le directeur général Racine Talla a une politique bien définie qui respecte la dimension genre dans son entreprise. La rencontre entre dans le cadre d'un programme à l'initiative de l'UNESCO en collaboration avec l'Union africaine de radiodiffusion. Ibrahim Ndong. La réflexion s'articule autour d'une seule question, les indicateurs d'égalité du genre au sein de la radiodiffusion sénégalaise, la RTS. Cette rencontre entre dans le cadre d'un projet lancé par l'UNESCO en collaboration avec l'UAR, Union africaine de radiodiffusion. Il vise à promouvoir la dimension genre dans les médias. Un accord de partenariat a été signé pour matérialiser leur engagement, à s'assister mutuellement et à assister les organismes membres de l'UAR à définir des politiques et des stratégies pour la promotion de l'égalité des genres au sein des membres de l'UAR, à travers le projet indicateur d'égalité des genres dans les médias. La question du genre est une question fondamentale aujourd'hui, surtout que lorsque on regarde les statistiques. Engagement, à s'assister mutuellement et à assister les organismes membres de l'UAR à définir des politiques et des stratégies pour la promotion de l'égalité des genres au sein des membres de l'UAR, à travers le projet indicateur d'égalité des genres dans les médias. La question du genre est une question fondamentale aujourd'hui, surtout que lorsque on regarde les statistiques, 80% de l'économie de nos pays africains sont, produites par les femmes. Et ça, c'est beaucoup. 80% produits par les femmes, mais combien de femmes sont au poste de direction? Très peu. La RTS constitue un bel exemple dans la légalité du genre selon les autorités, en attestent les différents postes de responsabilité occupés par des femmes. La vision de M. le directeur général, M. Racine Talla, qui a une nouvelle vision, disons, de la promotion du genre au niveau de la RTS. Et donc, je pense que ce qui est assez remarquable est que ne serait-ce qu'au niveau managérial, donc on pourra remarquer que sur les 9 directeurs, les 3 sont des femmes. Donc il aurait suffi qu'il y ait une quatrième pour qu'il y ait carrément une parité. Au niveau de la RTS, je crois que nous sommes dans la bonne voie. Vous regardez les centres de décision, les journalistes, au niveau du service, vraiment nous sommes dans de bons indicateurs. Mais ce n'est pas toujours le cas. La femme dans les médias est encore marginalisée. La légalité des genres dans les médias est un programme qui concerne 7 pays de l'Afrique. L'exécution de la phase test va durer 12 mois. L'actualité internationale nous conduit au Kenya après le dénouement sanglant de l'attaque de Nairobi. L'heure est à l'interrogation sur la véritable identité des assaillants. Le gouvernement rassure les populations et appelle à l'unité. Pour rappel, l'attaque a duré 4 jours, 61 civils, 5 membres de forces de sécurité et 5 assaillants y ont trouvé la mort. Cette vidéo amateur fait le tour de la planète depuis ce matin. Nous sommes au début de l'attaque du centre commercial de Nairobi par les Chebabs somaliens. On y voit l'intervention courageuse d'un policier pour sauver une mère et ses enfants. Dans d'autres images, on voit de nombreux otages qui évacuent le centre. C'est un journaliste qui était sur place qui a filmé. Il est traumatisé par ce qu'il a vécu. C'est quelque chose que je ne peux pas oublier. Je me rappelle tous ces gens vivants mélangés avec des cadavres. C'était horrible. Le calvaire aura duré 4 jours. La prise d'otage a coûté la vie à au moins 61 civils, 6 membres des forces de sécurité kenyanes et 5 assaillants. Le bilan pourrait s'alourdir car une partie du toit du bâtiment s'est effondrée et une 60aine de personnes sont toujours portées disparues. Un deuil national de 3 jours a été décrété. À Nairobi, les drapeaux sont en berne. Les Kenyans se disent soulagés, mais ils veulent des réponses, notamment sur la véritable identité des membres du commando. Nous voulons savoir qui sont ces gens-là. On dit plein de choses différentes. On nous dit que certains sont morts, que d'autres ont été arrêtés. Nous voulons que des enquêtes soient ouvertes pour que l'on connaisse la vérité.
Les Kenyans s'interrogent et s'inquiètent des répercussions de cette prise d'otage. Tant que les Shebabs menacent chaque jour le Kenya de nouvelles attaques s'il ne retire pas ses troupes de Somalie. Face à cette gouvernement, à l'unité et à être impressionné. De suspects. La forêt classée de Mbao va bien disposer d'un code de conduite consensuel dans son exploitation. La réflexion a été lancée en présence des acteurs concernés. Il s'agit ainsi de participer activement à la valorisation et à la conservation de cet espace vert. Lamine Touré. À ce jour, la forêt classée de Mbao fait 722 hectares contre 815 en 1940, 118 hectares de moins en 73 ans. L'exploitation abusive de ces ressources et la pression foncière ont réellement affecté cet espace vert. Il est aujourd'hui impératif d'agir vite et cela dans un cadre qui implique la participation de tous les acteurs concernés. Vous savez, dans cette forêt, nous avons beaucoup d'agriculteurs, beaucoup d'éleveurs, des pêcheurs, des maraîchers et en même temps d'autres opérateurs même économiques qui sont autour de cette forêt. On veut les amener devant un code qui leur permet de pouvoir travailler ensemble avec une synergie vraiment réelle, leur donnant quand même une occasion de pouvoir défendre les intérêts de cette forêt. Le processus d'élaboration du code de conduite consensuel se veut une démarche participative. À travers la rencontre, c'est un appel au pied pour plus de moyens dans l'exécution du projet. La contribution de l'APEX et de la Sénac, ça fait 900 millions de francs, 917 millions de francs CFA. Mais le programme, comme on l'a fait, nous, le budget est de 5 milliards. Donc il reste beaucoup de choses à rechercher. Et maintenant, nous allons travailler avec tous les partenaires sociaux qui œuvrent autour de la forêt pour quand même mener à bien ce budget. Du côté des partenaires, la préservation de la forêt classée de Mbao est une priorité. Ici, tout est profitable aux populations. Nous contribuerons techniquement et financièrement dans la réalisation de ces projets. Nous sommes au terme de notre budget. Bientôt l'année budgétaire va démarrer et Inch'Allah, nous respecterons notre contribution. Notre engagement, c'est d'aider le service des eaux et forêts pour la valorisation de la forêt. L'élaboration d'un code de conduite consensuel vise à Arfan Bessir Sonko pour la santé et l'éducation. Cette journée a été l'occasion pour les membres de la famille Sonko de faire des dons en denrées et matériel scolaire. Bachir Ba. Jamais de mémoire d'un habitant de Bessir, un tel déploiement de blouse blanche ne s'est produit ici. Une occasion trop belle pour ces populations sorties en masse se faire consulter. Des consultations générales, celles bucco-dentaires, en passant par l'ophtalmologie et la pédiatrie. On ausculte, on prépare une ordonnance et on vous donne les médicaments, le tout gratuitement. La Fondation Arfan Bessir Sonko a voulu marquer les esprits par ses actions. On a jugé nécessaire d'organiser cette journée de consultation médicale qui va permettre à ces populations de Bessir, mais aussi du Boulouf en général, de bénéficier de soins médicaux. L'objectif de l'association est de contribuer au développement de Bessir, du Boulouf, mais également de toute la région, afin de poursuivre l'œuvre déjà mise en œuvre, déjà entreprise par notre illustre arrière-grand-père Arfan Bessir Sonko en matière d'infrastructure, d'éducation, de santé. Non seulement Bessir, mais aussi tout le Boulouf et l'ensemble du département de Bignona ont apprécié cette belle initiative. Il y a énormément de monde et jusqu'à cette heure-ci, il est, je pense, 18 heures et je sens qu'une journée ne suffira pas pour soigner, consulter tout ce monde qui est assis depuis 7 heures du matin. Le fait que ça soit gratuit a beaucoup aidé. Ils nous ont arrangé. Celui qui n'a pas le moyen pour aller consulter à l'hôpital, tu viens ici qu'on se consulte gratuit. C'est bon. L'association s'active aussi dans le domaine de la solidarité et de l'éducation. De nombreux élèves et enfants ont reçu des cadeaux. Une journée de solidarité, une journée de fête.
Fin de colonie de vacances pour les pupilles de la nation. Durant 20 jours, ils ont séjourné dans la région de Ziguinchor, un séjour mis à profit pour visiter la région et s'exercer à différentes activités artistiques allant de la peinture au théâtre en passant par la danse. Nous restons avec Bachir Ba. Au nombre de 100, ces jeunes sont restés ensemble pendant près d'une vingtaine de jours. Ils ont appris à se connaître. Ils ont joué ensemble et ensemble, ils ont mené des activités assez intéressantes. Nous avons appris à confectionner des tableaux d'art magiques et des pelicans, du collage, confectionner des pots de fleurs, la teinture batik sur t-shirt. Avec des activités de technique, nous avons appris à danser théâtre, bakou, majorette, ballet wolof, danse diola. Les pupilles de la nation, ces jeunes ayant perdu quelque chose de précieux le 26 septembre 2002, ont évolué dans un cadre fabuleux durant cette colonie. Ils ont clôturé en beauté. Des vacances inoubliables, des moments fabuleux certes, mais ils n'oublient pas. La colonie s'est bien passée, on à notre fin, on est bien accueillis, on a visité la région de Ziguinchor. Nous ne voulons pas que notre genre d'accident comme le Diola se reproduise. Contribution des collectivités éducatives pour la promotion des valeurs civiques, un thème qui a pris pour référence Jules-François Bocandé, Léopold Sédar Senghor, Lamine Gueye et Amilcar Cabral, entre autres, des exemples pour ces jeunes venus du Sénégal et de la Guinée-Bissau. Si nous voulons mettre notre pays sur la rampe de la prospérité, nous devons multiplier ces types d'initiatives. Je suis affirmatif que c'est par les collectivités éducatives qu'on pourra parvenir au développement par la méthode d'éducation active appliquée dans ce milieu. Les autorités régionales ainsi que des parents et amis ont tenu à venir partager ces moments avec des jeunes très heureux. Un succès pour l'Office national des pupilles de la nation dont la devise est l'ONPN rallume la flamme du bonheur dans les familles. Sport afro-basket féminin, le Sénégal s'est incliné devant le Mozambique. Les Lions concèdent ainsi leur première défaite dans cette compétition, 77-61. Voilà le score final. Le pays organisateur termine à la première place. Abdul Aziz Ban. Un coach qui prie, des supporters surexcités. La victoire sur le Sénégal est importante pour le Mozambique, qui termine à la première place. Début de match pour les deux formations, elles se suivent de très près au tableau d'affichage. Le Sénégal est mené, mais le score est serré. 16 à la fin de ce premier quart-temps. Dans ce deuxième quart-temps, le Sénégal est mené d'entrée, mais c'est grâce à Ndaysen, avec 2 tirs primés, que le Sénégal revient au tableau d'affichage. Ndaysen à 3 points encore. Les Lions remportent ce quart-temps par 1 point d'écart, 33 à 32. Mais les Lions perdent en cours de route Jojo Diouf. Elle s'est blessée suite à cette action. Elle a une entorse à la cheville. Au troisième quart-temps, les Mozambicaines sortent le grand jeu. Elles creusent petit à petit l'écart. Le Sénégal tente de revenir au score. Le Mozambique remporte ce quart-temps par 53 à 48. Et voilà, c'est la fin du troisième quart-temps. Le quatrième et dernier quart-temps est décisif pour les deux formations. Le Mozambique opte pour les tirs primés. Oulela. Le décalage à 3 points. Ouais, c'est ça le danger de ne pas avoir sa meneuse. Les Lions menés au score tentent de revenir, mais le Mozambique tient à sa victoire. Les Mozambicaines gagnent le match par 16 points d'écart, 77 à 61. Une première défaite pour l'équipe nationale du Sénégal qui s'est qualifiée pour les quarts de finale. Mais le staff technique doit revoir la défense des Lions. Abdulaziz Ban, pourtant jusqu'à hier, le Sénégal poursuivait sa marche victorieuse face à l'Algérie. Une 4e victoire alors en autant de sorties et de quelle manière. Le Sénégal a mené largement face à l'Algérie, 102 à 22. Aïssatou Traoré, donc, dans cette rencontre a été sans nul doute l'une des meilleures pointeuses. Depuis 8 ans, la joueuse a fini par marquer de son empreinte la tanière. Nos équipes sur place à Maputo l'ont rencontrée juste après la partie d'hier.
Dakar, Seydina Alioune-Djigo. 24 points marqués, c'est loin d'être une exception pour Astou Traoré. La puissance alliée à la maestria sur le parquet, c'est une véritable diva. Mais la meilleure marqueuse du Sénégal jusqu'ici dans le une moyenne de 16 points, préfère mettre en avant le collectif. Je pense que meilleure marque, c'est pas l'important. L'important, c'est gagner la victoire. Et on a joué une équipe, on a joué collectif et tout. Je pense que c'est pour ça que j'ai été meilleure et je n'étais pas la seule. Et, je pense qu'il faut continuer comme ça à bosser. Et voilà quoi. N'empêche que l'ailière forte brille par sa régularité. Pour elle, c'est la 4e participation en Afrobasket, 4 éditions qu'elle apporte sa pierre à l'édifice. L'objectif pour elle, c'est de garnir son armoire à trophées d'un premier titre en Afrobasket. Et oui, Astou Traoré n'en a jamais remporté. Je suis là pour gagner la CAN et je pense que c'est tout le monde. On n'est pas là pour rigoler et tout. Et comme j'ai jamais gagné la Coupe d'Afrique, et là, je donne tout mon possible en attaque comme en défense et pour apporter quelque chose à l'équipe, pour que je puisse gagner la Coupe d'Afrique avant d'arrêter ma carrière. Ainsi, ce sera la cerise sur le gâteau d'une carrière remplie avec des passages dans les clubs d'Espagne et de France. Astou Traoré évoluera la saison prochaine dans le club de l'Hexagone, Saint-Amand-les-Lieux. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également de votre fidélité. Je vous rappelle avant de nous quitter qu'aussitôt après donc ce journal, nous proposons l'émission Le Point en spécial avec le porte-parole du gouvernement Abdoulatif Coulibaly pour expliquer aux Sénégalais la situation sur la pénurie de l'eau à Dakar. Merci de votre fidélité.